Bienvenue pour ce Parlons Placement du mois d'octobre. Vous en avez l'habitude, une émission découpée en trois parties. On va commencer par faire un petit point sur les marchés financiers et les opportunités qu'ils recèlent. On sera en compagnie de Jonathan Lévy pour voir si l'on est ou pas à l'aube d'une nouvelle récession. Deuxième partie consacrée aux astuces. Des astuces et bons plans placement présentés par Vincent Kutkovitz qui va nous apprendre comment, à l'instar d'un Patrick Drahi, on peut faire progresser son patrimoine avec de l'endettement. Et puis, troisième rendez-vous en fin d'émission, notre invité, on a le plaisir de retrouver, comme chaque trimestre, Shagir Manji de As Gestion qui viendra nous parler du fonds minéral patrimoine et qui nous expliquera comment est-ce qu'il voit cette fin d'année se profiler. On commence tout de suite par la rubrique consacrée aux marchés financiers et aux opportunités. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Des marchés financiers plutôt chahutés, c'était déjà le cas le mois dernier, mais depuis cet été, on a vraiment l'impression qu'il y a une inquiétude sur la croissance mondiale. D'ailleurs, le FMI en parle, l'Allemagne en parle. Quel est votre sentiment ? Effectivement, les marchés sont très agités. Je pense que le point central, c'est le doute sur la croissance économique mondiale. Révisée à la baisse donc. Elle est révisée à la baisse, donc on parle de ralentissement. Attention, il faut faire peut-être une distinction entre un ralentissement économique et une récession. Une récession, ça veut dire que le PIB baisse. Ce n'est pas le cas si on regarde l'ensemble de la planète. Ouais. Le PIB est encore en augmentation, il est en expansion assez marquée. Le FMI nous dit qu'en 2015, il sera encore de 3,1% et qu'ils s'attendent à ce qu'il soit de 3,6% en augmentation pour 2016. Donc on n'est pas encore en territoire négatif et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler stricto sensu de récession. On ne peut pas parler de récession. Mais malgré tout, les marchés, eux, raisonnent en tendance. Donc dès que la courbe penche dans l'autre sens, la pente descend, ils s'inquiètent un peu plus. Effectivement, ce qu'ils regardent, c'est par rapport à leurs anticipations. Le FMI avait une anticipation supérieure, donc la croissance est un peu inférieure à l'anticipation et c'est ça qui fait douter les marchés. Et surtout, on se pose la question jusqu'où ce ralentissement va aller, puisque la croissance ralentit, où est-ce qu'on va atterrir en fait ? On observe aussi une redistribution des cartes de plus en plus. À une époque, tout le monde misait sur les pays émergents. Ça semble moins évident. Oui, clairement, il y a une vraie redistribution des cartes au niveau de la planète. Entre les pays émergents et les pays développés, vraiment cette décennie ne ressemble en rien à la décennie passée où on avait vu l'hégémonie de la Chine, l'hégémonie économique de la Chine. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a une croissance dans les pays développés, dans la zone euro par exemple, qui est certes elle est mesurée, mais elle est relativement solide pour 2015, pour 2016. Je pense qu'elle n'est pas très touchée par le ralentissement qu'on voit dans les pays émergents. Aux États-Unis, c'est pareil. Je pense que le ralentissement dans les pays émergents ne va pas toucher la croissance américaine. Il y a un chiffre d'ailleurs qui circule, 1% de croissance chinoise en moins. Ça impacte comment les économies européennes ? C'est 0,1% de croissance en moins dans les économies européennes si effectivement l'économie chinoise ralentit de 1%. Quasiment pas d'impact en fait. Quasiment pas d'impact, c'est vraiment marginal, c'est d'épaisseur du trait. Quand on sait qu'il y a d'autres paramètres comme l'euro, le pétrole qui jouent beaucoup plus que ça. Pourquoi les marchés s'inquiètent à ce point de ce possible ralentissement chinois, ce probable ralentissement chinois ? Je pense que déjà, les marchés, ils suragissent toujours de manière excessive. On a beaucoup parlé des robots qui amplifient les phénomènes. Certainement qu'ils apportent énormément de volatilité et qu'à côté de ça, il y a des gérants qui procèdent plutôt à une analyse fondamentale de l'économie, de la valorisation des sociétés, qui ont une vision à plus long terme. Les robots ont une vision à court terme. Ils apportent de la volatilité à court terme, mais je pense que les gérants fondamentaux qui établissent une réelle analyse fondamentale des sociétés ont de meilleures performances sur la durée en fait. Et si on s'intéresse aux bourses européennes qui sont aussi impactées par ces mouvements, comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu ? Là, on voit un vrai exemple justement réel d'impact majeur des marchés financiers dans la zone euro, alors qu'on l'a dit, sur le plan macroéconomique, la zone euro est peu impactée. C'est un peu moins vrai pour l'Allemagne, mais pour les autres pays, c'est vraiment ce qu'on constate. Peu d'impact du ralentissement chinois sur la zone euro, et pourtant les marchés ont beaucoup baissé. Alors, je pense qu'il faut là aussi
faire une distinction entre les différentes sociétés et privilégier les sociétés qui sont centrées sur la zone euro, sur le marché domestique. Donc de pas la zone forcément euro. celles qui vont exporter dans le vaste monde, mais plutôt celles qui sont dans la zone. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux privilégier ces sociétés-là qui vont être moins touchées par le ralentissement économique mondial et qui seront préservées par la zone euro. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme facteur de redémarrage des bourses et des catalyseurs, comme on dit? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, un des soucis qu'il y a sur le marché, il provient de la Fed, qui jusqu'à présent avait apporté plutôt de la sérénité ces dernières années. Et là, depuis quelques mois, je constate que c'est l'inverse. C'est brouillon. C'est brouillon, en fait. Mais est-ce que c'est pas à dessein d'avoir un peu ce brouillard? On se souvient toujours des phrases de Greenspan qui disait si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop lisible. Ouais, je me souviens très bien de cette phrase, mais je pense qu'elle est plus vraie aujourd'hui. Je crois que ils ont une communication en fait qui est peu lisible, c'est parce que eux-mêmes ne savent pas très bien où ils vont. Eux-mêmes sont un peu dans le brouillard. Ils savent pas très bien aujourd'hui s'ils doivent relever les taux ou s'ils doivent les maintenir. Est-ce que l'économie américaine peut se permettre? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des désaccords au sein du comité monétaire de la Fed. Et ça se traduit dans la communication et ça a un impact sur les marchés. Les marchés n'aiment pas avoir ce manque de visibilité. Draghi est plus... Draghi, il ne faut pas les confondre, même s'ils créent des billets tous les deux, mais Draghi est plus lisible, lui, on sent mieux ce qu'il veut faire. Oui, pour Draghi, c'est beaucoup plus simple en fait. La situation est plus claire parce qu'il a commencé plus tard. En fait, le QE date de mars seulement, ça fait 6-7 mois qu'il a commencé le QE. Les États-Unis l'ont fait il y a 8 ans, donc on n'est pas du tout sur le même cycle. L'inflation dans la zone euro, elle est de 0,9. Si j'enlève les matières premières, l'énergie, l'inflation corps est de 0,9 dans la zone euro. Donc ce qui est loin des deux, mais qui est loin des zéros aussi. Donc, qui est loin des zéros et qui est loin des deux encore. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, on est sur 1,8. Et Draghi peut jouer un peu plus en défensive, c'est-à-dire que la pression elle est sur Yellen, qui doit bouger la première. Très clairement, en fait, quand on regarde aussi le montant du quantitative easing de la zone euro, en fait, il est relativement faible quand on le compare à celui du Japon ou celui des États-Unis. Il a beaucoup plus de marge de manœuvre que Janet Yellen n'en a. Jonathan, pour finir ce chapitre financier, vos recommandations? Alors, je le répète depuis quelques mois, je continue c'est bien d'être constant aussi. Je continue à penser que les valorisations des actions de la zone euro sont faibles. Quand on regarde les sociétés sur un plan micro, quand on regarde leurs perspectives, leur communication, on va savoir si elles persévèrent, on voit qu'elles sont très attractives, ces valorisations. Ça, c'est sur les actions. Et puis, depuis quelques semaines, on constate aussi que les obligations à haut rendement offrent des rendements qui sont très intéressants par rapport au risque qui est pris. Il faut toujours comparer le risque et le rendement. Là, le rendement a beaucoup monté et le risque, il n'a pas tellement monté parce qu'en fait, les taux de défaut qu'on a mesurés depuis le début de l'année ont même eu tendance à baisser. On a des taux de défaut qui baissent et des rendements qui montent. Ça veut dire qu'on a un potentiel pour les investisseurs qui est intéressant. Merci Jonathan pour toutes ces explications très claires comme à chaque fois. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite en compagnie de Vincent Kutkovitz qui va nous parler de la façon d'améliorer son patrimoine.